Tu crois connaître ta famille, pas vrai? Tu grandis avec des visages familiers, des souvenirs partagés, des règles silencieuses que personne n'ose briser. Mais, et si un jour, un simple appel bouleversait tout ce que tu croyais vrai? Si, d'un coup, tu réalisais que l'amour, la loyauté, et même le sang, peuvent mentir? Cette histoire commence par un silence. Mais c'est dans ce silence que la vérité a commencé à hurler. Et crois-moi, une fois que tu sauras ce qui s'est vraiment passé, tu ne verras plus jamais ta propre histoire de la même façon. Le ciel de Sao Paulo était recouvert d'un voile gris pâle ce matin-là, comme si l'univers lui-même hésitait à éclairer la journée de Lorena Delgado. Elle sortait d'une réunion difficile au cabinet d'architecture où elle travaillait comme consultante externe depuis que sa carrière, autrefois brillante, avait été réduite en cendres. Ses talons claquaient sur le carrelage froid de l'immeuble, et elle tenta de balayer de son esprit les souvenirs qui remontaient malgré elle. Chaque fois qu'elle passait devant l'ancienne salle de réunion en celle où sa réputation avait été démolie en direct devant tout le personnel, son estomac se nouait. Mais elle avait survécu. Mieux, elle s'était reconstruite, pierre après pierre. Plus froide, plus forte. Et, surtout, plus méfiante. En atteignant sa voiture, son téléphone vibra dans son sac. Elle jeta un regard distrait à l'écran, prête à ignorer l'appel. Maman, affichait l'écran. Un soupir lui échappa. Elle hésita. Puis décrocha. Allô? La voix de Myrta Delgado, sa mère, parvint au travers du combiné, tremblante, presque suppliée. Lorena, il faut que tu viennes. C'est urgent. C'est ta sœur. Lorena garda le silence. Ce mot sœur l'écorchait toujours. Aïna est très malade. C'est grave. Une leucémie. Et, tu es la seule donneuse compatible. La seule chance qu'elle a. Lorena s'adossa à sa voiture. Le monde sembla ralentir autour d'elle. Tu veux que je lui sauve la vie? Après ce qu'elle m'a fait? Lorena, je t'en supplie. C'est tout ce que tu sais faire, non? Supplier quand ça t'arrange. Elle raccrocha sans un mot de plus. À son appartement, Lorena se laissa tomber sur le canapé. Elle savait que ce jour viendrait. Depuis 6 mois, une vérité sombre brûlait dans le tiroir verrouillé de son bureau. Un résultat d'ADN qu'elle avait attendu sans réellement croire qu'il viendrait confirmer ses soupçons. Et pourtant, ce document disait noir sur blanc, elle et Aïna ne partageaient aucun lien biologique. Ni du côté du père, ni du côté de la mère. Pas sœur, pas même cousine. Juste 2 inconnus élevés sous le même toit. Elle se leva d'un bond et alla chercher le dossier en question. L'enveloppe était toujours intacte, mais elle connaissait son contenu par cœur. Et maintenant, voilà que Myrta réapparaissait, larmes aux yeux, pour la supplier de sauver cette sœur qui avait anéanti sa carrière. Elle se rappelait parfaitement de ce jour maudit. Son projet, un complexe écologique pour une zone protégée, avait été rejeté après une plainte anonyme sur de prétendues irrégularités dans ses plans. Un audit interne, des rumeurs, des mets falsifiés, des témoignages douteux. Et un nom qui revenait sans cesse dans les murmures, Aïna. Aïna, qui avait été engagée dans la même entreprise quelques mois plus tôt, grâce à un coup de fil de leur mère. Aïna, la favorite, la douce, la brillante, la préférée de tous. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle dînait seule, une voix familière sonna à sa porte. « Lorena, c'est moi ?» Elle ouvrit. Myrta se tenait là, les yeux rougis, les mains tremblantes, tenant une enveloppe brune. « Voici le dossier médical d'Aïna. Les médecins disent que la greffe est urgente. Et que tu es la seule possible. »« Bonjour à toi aussi, maman » répondit Lorena en croisant les bras. Myrta entra sans être invitée. Elle étala les papiers sur la table. L'intervention est simple. Peu de risques. Tu pourrais reprendre ta vie après quelques jours seulement. Lorena fixa les feuilles sans vraiment les lire. Et quand ma vie a été détruite, où étais-tu? Ah oui. Tu m'avais déjà remplacé. Myrta ferma les yeux, lasse. Tu es encore obsédée par ces histoires ridicules? Ridicules? Vraiment? Lorena se leva et sortit le dossier d'ADN de son sac. Elle le posa sur la table, à côté des documents médicaux. Tu veux parler de ridicule?
Lis ça. Et dis-moi encore qu'on est une famille. Myrtha pâlit. Elle recula d'un pas. Qu'est-ce que c'est? La vérité. Que tu m'as toujours refusé. Aïna n'est pas ma sœur. Elle n'est rien pour moi. Et toi, tu n'es plus ma mère. Pas après ça. Tu n'as pas le droit, murmura Myrtha. Aussi, j'ai tous les droits. Parce que pour une fois dans cette maison, quelqu'un va dire la vérité. Et cette fois, je ne céderai pas. Tu auras ma réponse dans 3 jours. En attendant, réfléchis bien à ce que tu es prête à avouer. Myrtha partit en silence, les yeux pleins de rage et de peur. Le lendemain, Lorena retrouva Bruna, son amie et confidente, dans un café discret. Bruna savait tout. C'était elle qui avait suggéré de faire les tests ADN. Elle qui avait aidé à collecter des infos sur les anciens collègues de Myrtha. Elle est venue? Demanda Bruna. Oui. Avec ses grands yeux mouillés et ses papiers médicaux. Comme si j'étais un monstre de ne pas dire oui sur le champ. Tu vas le faire? Pas sans condition. Et surtout pas sans justice. Bruna hocha la tête. Tu veux qu'on continue à chercher sur le passé de ta mère? Oui. Je veux tout savoir. Quand elle a menti. À qui? Et surtout, avec qui elle a eu Aïna. Bruna sortit son ordinateur. Alors tu devrais voir ça. Elle fit tourner l'écran vers Lorena. Une photo s'afficha, Dr Esteban Malherbe, chef de service à l'hôpital central dans les années 90. Originaire de Veracruz. Un regard intense. Un sourire charmant. Il était dans le même service que ta mère, à l'époque où elle est tombée enceinte d'Aïna. Lorena sentit une onde glaciale la traverser. Tu crois que c'est lui? Possible. Mais je peux le retrouver. Il est aujourd'hui à Rio. Toujours médecin. Jamais marié. Un nom. Un visage. Une piste. 2 jours plus tard, alors qu'elle travaillait sur un nouveau projet d'urbanisme, son téléphone vibra. Message de Bruna. Contact établi. Il accepte de parler. Veux-tu y aller ensemble? Lorena fixa l'écran quelques secondes. Puis répondit simplement. Oui. Allons au bout cette fois. Mais avant cela, elle avait une visite à faire. À l'hôpital. Là où Aïna l'attendait. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle y allait. Curiosité? Closure? Triomphe personnel? En entrant dans la chambre, elle fut frappée par le contraste. Aïna, pâle, amaigrie, mais toujours maquillée, enveloppée dans une robe de soie. Comme si même la maladie ne devait pas ternir son image. Lorena, dit-elle avec un sourire en coin. Tu as enfin décidé de venir jouer les héroïnes? Lorena resta près de la porte, les bras croisés. Non. Je suis venue te dire non en face. Le sourire d'Aïna se figea. Tu plaisantes? Tu veux que je sauve ta vie? Tu as détruit la mienne. Tu m'as trahi. Humilié. Rayé du monde professionnel. Pourquoi? C'était juste un malentendu, répondit Aïna, l'air agacé. Tu dramatises toujours tout. Un malentendu? Tu as fabriqué des preuves. Poussé une amie à mentir. Et maman t'a aidé. Aïna se tourna vers la fenêtre, son masque s'effritant peu à peu. Elle disait que tu finirais toujours par me dépasser. Que tu m'éclipserais. Je voulais juste exister, moi aussi. Alors tu as choisi de me détruire? Aïna ne répondit pas. Elle ferma les yeux. Une larme solitaire glissa sur sa joue. Tu vas me laisser mourir? Lorena s'approcha, sortit une feuille pliée de son sac et la posa sur la table de chevet. Tu veux ma moelle? Voilà le prix. Une confession. Signée. Publiée. Tu diras toute la vérité. Et maman aussi. Sinon, c'est non. Elle fit demi-tour, laissant Aïna seule avec sa conscience. Dans le couloir, elle croisa un médecin. Vous êtes de la famille? Demanda-t-il. Pas vraiment, répondit-elle avec un sourire triste. Mais on m'a toujours appris à faire semblant. Elle sortit de l'hôpital, respira profondément l'air du soir, et appela Bruna. Prépare les billets pour Rio. On va rencontrer Esteban Malherbe. Il est temps que tout sorte. Le vrai père d'Aïna doit savoir. Et moi aussi. De l'autre côté du fil, Bruna répondit d'une voix calme et déterminée. Alors prépare-toi, Lorena. Ce n'est que le début.
Le vol pour Rio de Janeiro atterrit en fin d'après-midi. Le soleil doré baignait les toits colorés de la ville, donnant à l'instant une étrange sérénité. Pourtant, Lorena n'avait rien de calme en elle. Assise à côté de Bruna, elle n'avait cessé de tapoter ses doigts sur l'accoudoir pendant tout le trajet. « Tu veux que je parle pendant la rencontre ?» demanda Bruna alors qu'elles attendaient leur bagage. « Non, » répondit Lorena, la voix sèche. « Je dois entendre la vérité de sa bouche. » Directement. Elles avaient pris rendez-vous avec Dr Esteban Malherbe pour le lendemain matin, dans son cabinet privé près de Botafogo. Bruna avait utilisé son réseau de contacts pour obtenir un créneau sans poser trop de questions. Le médecin avait été surpris, puis intrigué par la demande. Il avait finalement accepté de les recevoir. À l'hôtel, Lorena ne dormit presque pas. Les souvenirs de son enfance la hantaient. Des moments où sa mère lui disait que les filles fortes n'ont pas besoin d'attention. Pendant qu'Aïna, elle, recevait des cadeaux, des câlins, des encouragements, et des secrets. Le matin arriva vite. Le cabinet du docteur Malherbe était sobre, élégant. Lorena observait chaque détail. L'homme entra avec calme, chemise blanche parfaitement repassée, regard direct. « Bonjour. Vous êtes Lorena, c'est ça ?» Lorena Delgado, répondit-elle en se levant. « Et voici Bruna, ma collègue. » Ils s'assirent. Esteban avait ce calme typique des hommes qui ont vu trop de drames pour encore être surpris. « Vous m'avez contacté pour parler de votre mère, Mirta Delgado ? » ?»« Oui. Elle a travaillé avec vous à l'hôpital central, en 1991. » Il hocha lentement la tête. « Je m'en souviens. Elle était brillante. Et très déterminée. » Lorena sortit une photo de l'époque, montrant sa mère jeune, en blouse blanche, entourée d'autres employés. « Est-ce que vous avez eu une relation avec elle ?» Esteban tressaillit, pris de court. « C'est direct. C'est urgent, » coupa Lorena. « Ma sœur est en train de mourir. Et il se pourrait bien qu'elle soit votre fille. » Le médecin se pencha légèrement en avant, l'air soudain plus concentré. « Expliquez-moi. » Lorena raconta tout. Les résultats ADN. Les manipulations. La découverte que ni elle ni Aïna ne partageaient de parents communs. Le silence gênant de sa mère. Et l'espoir de trouver des réponses, même tardives. Quand elle eut terminé, Esteban resta silencieux pendant un long moment. Puis, « Votre mère m'a dit à l'époque qu'elle avait perdu l'enfant. Je n'ai jamais su qu'elle était allée au bout de la grossesse. Elle a menti à tout le monde. Sauf à elle-même. Et vous ? Demanda-t-il doucement. Savez-vous qui est votre père biologique ? Non. Et c'est bien ça le pire. Nous avons toutes grandi dans un tissu de mensonges. J'ai été trahie par ma famille. Et maintenant, on me demande d'être leur salut. » Esteban la regarda avec une douceur paternelle qui serra la gorge de Lorena. « Je suis prêt à faire un test de paternité. Si cela peut vous aider à retrouver une part de vous-même. » Elle acquiesça, les yeux brillants. Ce n'était pas une réponse. Mais c'était un début. De retour à l'hôtel, Bruna restait pensive. Il a l'air sincère. Oui, murmura Lorena. Et si c'était vraiment lui, ça expliquerait pourquoi maman a toujours préféré Aïna. Peut-être qu'elle voulait cacher un amour interdit. Ou une erreur de jeunesse. Bruna ouvrit son ordinateur. J'ai fouillé un peu plus. Et tu ne vas pas croire ça. Elle tourna l'écran vers Lorena, une liste de patients, dossiers internes, notes d'époque. Regarde ici, 6 mois avant la naissance d'Aïna, Mirta a été en congé maladie pendant 2 semaines. Motif ? Fatigue extrême et complications possibles liées à une grossesse. Donc elle a voulu cacher la grossesse, même à l'hôpital. Et regarde ça, ajouta Bruna. Une lettre de recommandation écrite par Esteban pour Mirta, datée d'1 semaine après cette pause. Très élogieuse. Trop peut-être. Lorena se leva et commença à faire les 100 pas dans la chambre. Tout cela prouve qu'ils avaient une relation. Et maintenant ? Comment je balance cette bombe dans un hôpital où Aïna est en train de se battre pour vivre ? Bruna haussa les épaules. Comme tu veux. Mais cette vérité t'appartient. Le lendemain, elles rentrèrent à Sao Paulo. À peine arrivée, Lorena reçut un message d'Aïna. Viens.
Il faut qu'on parle. Seule. Elle hésita, puis accepta. Peut-être était-ce le moment. Peut-être qu'Aïna voulait enfin dire la vérité. Ou jouer une nouvelle carte. La chambre d'hôpital était silencieuse. Aïna fixait le plafond, le visage tiré, mais son regard plus doux qu'avant. Je sais que tu m'en veux. Et tu as raison. J'ai fait des choses terribles. Enfin une vérité, répliqua Lorena. Mais je n'ai jamais voulu te détruire. Je voulais juste être aimée autant que toi. Lorena serra les poings. Tu as été aimée. Par maman. Par tout le monde. Moi, j'étais juste celle qu'on oubliait quand tu entrais dans une pièce. Et pourtant, c'est toi qu'elle veut sauver aujourd'hui, répondit Aïna doucement. Un silence tendu tomba. Je vais signer ta lettre, dit Aïna. Je vais tout avouer. Mais j'ai une condition. Lorena la fixa. Quelle condition? Tu dis à maman que je connais la vérité. Sur elle. Sur mon père. Sur tout. Tu es sûre? Demanda Lorena, surprise. Oui. Elle ne doit plus contrôler nos vies. Plus tard dans la soirée, Lorena se rendit chez sa mère. Elle la trouva dans la cuisine, préparant un thé comme si rien ne s'était passé. J'ai parlé à Aïna. Myrtha se retourna lentement, l'air fatigué. Elle va accepter la greffe? Oui. Mais elle veut que tu saches qu'elle sait. Pour Esteban. Le visage de Myrtha se figea. Qui t'a dit ce nom? Je l'ai trouvé. Je lui ai parlé. Il veut faire un test. Il veut savoir. Myrtha s'assit, blanche comme un linge. Je ne voulais que protéger mes filles. Nous ne sommes pas tes filles. Nous sommes tes victimes. Myrtha pleura en silence. Lorena la regarda sans bouger. Puis, sortant un dossier de son sac. Voilà les documents de la greffe. Et ceux de la confession qu'Aïna va signer. Toi aussi, tu devras faire ta part. Publier la vérité. Tout. Où je rends public chaque détail. Myrtha prit les papiers, les mains tremblantes. Tu étais mon plus grand amour, tu sais? Alors tu avais une drôle de façon d'aimer, murmura Lorena avant de partir. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Lorena respira profondément. Ce n'était plus une vengeance. C'était une reconstruction. Et elle venait juste de commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la dernière confrontation. Lorena était retournée à son appartement, mais ses nuits restaient agitées. Les cauchemars de son passé, les trahisons, les mensonges, les regards accusateurs, dansaient dans sa tête comme des fantômes indésirables. Et pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, elle sentait quelque chose d'inédit, du pouvoir. Pour la première fois, ce n'était pas elle qui courbait l'échine. Ce n'était pas elle qui demandait des explications. C'était elle qui imposait les règles. Un vendredi matin, Bruna débarqua chez elle avec des croissants et une mine préoccupée. Le laboratoire m'a appelé, dit-elle en posant son sac. Les résultats ADN entre Esteban et Aïna sont arrivés. Lorena cessa de respirer un instant. Et Bruna lui tendit une enveloppe scellée. Elle l'ouvrit avec lenteur, comme si l'encre à l'intérieur allait brûler ses doigts. Un mot. Compatibilité paternelle confirmée à 99,9%. Elle s'affaissa dans le canapé. C'est lui. C'est vraiment lui. Bruna hocha lentement la tête. Tu comptes le dire à Aïna? Oui. Elle a le droit de savoir. Mais pas tout de suite. Elle doit d'abord signer la confession. Je ne veux pas qu'elle pense que ce secret est une monnaie d'échange. Et Esteban? Il attend une réponse. Lorena se leva. Je vais le voir aujourd'hui. Il mérite qu'on lui dise. Contrairement à nous, il n'a rien fait de mal. Dans le petit jardin derrière le centre médical où travaillait Esteban, Lorena retrouva le médecin assis sur un banc, un livre à la main. Il se leva à sa vue. Alors? Elle lui tendit l'enveloppe. Il la lut sans un mot, son visage passant par toute une gamme d'émotions. Choc, tristesse, joie contenue. Je suis père, murmura-t-il. Depuis plus de 30 ans, sans le savoir. Et elle, ne sait rien encore. Esteban serra les lèvres. Pourquoi Myrtha m'a-t-elle effacé de leur vie? Parce qu'elle ne voulait pas perdre le confort. Le mariage. L'image parfaite. Et pour cela, elle a construit une famille sur un mensonge.
Il la regarda avec douceur. Et toi, Lorena? Tu sais d'où tu viens? Elle détourna les yeux. Non. Mais j'y arriverai. Ce n'est qu'une question de temps. Esteban lui tendit la main. Tu n'es peut-être pas ma fille, Lorena, mais tu peux compter sur moi comme si tu l'étais. Une boule se forma dans la gorge de la jeune femme. Elle serra cette main, comme un ancrage dans le naufrage de son passé. Plus tard dans la journée, Lorena reçut un appel inattendu. Leandro. Son ancien amour. Celui que Renata, non, Aina, elle devait arrêter de penser à elle comme une sœur, avait conquis juste après la chute de Lorena. Elle hésita. Puis décrocha. Lorena, je sais que c'est étrange. Mais j'ai appris pour Aina. Et je pense qu'on doit parler. Tu l'as cru quand elle t'a dit que je te trompais? Un silence. Puis. Oui. Mais je n'aurais pas dû. Alors non, Leandro. On n'a rien à se dire. Mais avant qu'elle ne raccroche, il ajouta. Elle m'a aussi menti récemment. Disant qu'elle était enceinte. Pour que je reste. Et maintenant, elle me demande de l'argent pour des soins qu'elle a déjà refusé de faire. Lorena resta figée. Elle recommence. Je suis désolée. Je n'ai pas su te défendre. Tu méritais mieux. Oui, dit-elle simplement. Et je vais la voir. Le soir même, elle retourna à l'hôpital. Cette fois, elle ne prévint personne. Elle entra dans la chambre d'Aina sans frapper. Tu continues à manipuler les gens. Même malade. Tu ne t'arrêtes jamais. Aina leva la tête, visiblement affaiblie. Tu parles à Leandro? Il m'a tout dit. Et tu sais ce qui est drôle? C'est que tu n'as même plus honte. J'ai peur, Lorena. Peur de mourir. Peur de disparaître sans laisser de traces. Peur qu'on ne se souvienne de moi que comme un mensonge. Alors fais quelque chose de vrai pour une fois. Elle sortit le document de son sac. Une lettre, manuscrite, expliquant comment Aina, avec l'aide de Myrta, avait orchestré la destruction de Lorena. Faux mais. Témoignage truqué. Mensonge calculé. Tu la signes. Tu la publies. Et je fais la greffe. Aina prit un stylo. Sa main tremblait. Elle signa. Voilà. C'est fait. Maintenant, dis-moi. Esteban, c'est vrai? Lorena hésita. Puis hocha la tête. Fais ton père. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues d'Aina. Je veux le voir, avant que ce soit trop tard. Dans les jours suivants, les choses s'accélérèrent. Esteban fut introduit discrètement à l'hôpital. La rencontre fut courte, mais intense. Aina pleura dans ses bras, lui demandant pardon. Il la serra fort, lui murmurant qu'ils allaient rattraper le temps perdu. Quant à Myrta, elle refusa tout contact. Elle s'était enfermée dans le silence, refusant de répondre aux appels. Mais le jour de la greffe, elle apparut. « Tu vas le faire ?» demanda-t-elle à Lorena. « Oui. Pas pour toi. Ni pour elle. Mais parce que je suis meilleure que ce que vous avez essayé de faire de moi. » Myrta la regarda, les yeux brillants. « Tu étais toujours la plus forte. Et j'en avais peur. Tu devrais. » L'intervention se passa sans incident. Lorena passa 2 jours en observation, puis retourna chez elle, le corps fatigué mais l'esprit plus léger. Sur sa table de chevet, une lettre l'attendait. De Myrta. Lorena. Astérisque, tu avais raison sur tout. Je t'ai abandonné, manipulé, utilisé. Tu étais une lumière trop brillante pour une femme comme moi. Et au lieu de t'aimer, je t'ai éteinte. Astérisque, mais tu as survécu à toutes mes tentatives de te briser. Tu es devenu quelqu'un que j'admire, et que je crains. Je quitte Sao Paulo. Je vais vivre avec ma sœur, dans le sud. Peut-être qu'un jour, tu me pardonneras. Peut-être pas. Mais sache ceci, je t'ai aimé. Mal. Mais sincèrement. Lorena referma la lettre. Elle ne pleura pas. Elle n'en avait plus la force. Ce soir-là, Bruna vint lui rendre visite avec une bouteille de vin et un sourire en coin. Tu sais que tu es en train de gagner, hein? On ne gagne pas dans une guerre familiale, Bruna. On survit. Tu veux que je te dise un truc? Je crois que c'est toi qui devrais écrire un livre. Lorena éclata de rire pour la première fois depuis des semaines. Peut-être. Je pourrais l'appeler ma mère, ma sœur, et moi.
Bruna leva son verre. À la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et à la reconstruction. Les verres s'entrechoquèrent. Le passé était un champ de ruines. Mais au moins, Lorena avait posé la première pierre d'une nouvelle fondation. Une semaine après la greffe, Lorena recevait un message inhabituel, une invitation à un dîner. Pas de la part d'Aïna, ni de Bruna, ni même de ce père fraîchement découvert, Esteban. Non, le message venait de Leandro. Je sais que tu n'as aucune raison de me répondre. Mais j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est à propos de ta mère. Elle resta un moment à fixer l'écran de son téléphone. Leandro avait été son amour, son refuge, jusqu'à ce qu'il devienne une pièce de plus dans le jeu de manipulation de sa famille. Et pourtant, quelque chose dans le ton du message sonnait différent. Il ne suppliait pas. Il informait. Lorena tapa une réponse brève. D'accord. 20h, Café Louz. Le Café Louz était presque vide à 7h. Une lumière chaude baignait les murs couleur ambre, créant une ambiance feutrée. Lorena arriva pile à l'heure, vêtue d'un chemisier sobre et d'un regard glacé. Leandro l'attendait déjà à une table du fond. Il se leva immédiatement, mal à l'aise, tentant un sourire qu'elle n'accepta pas. « Merci d'être venu, dit-il. Tu as 10 minutes. » Il inspira profondément, les mains jointes. « Je sais ce que Myrta t'a fait. Je ne savais pas tout. Mais maintenant, je comprends mieux. Tu veux dire, maintenant que ta fiancée t'a menti sur une fausse grossesse ? Répondit Lorena sèchement. Il baissa les yeux. Elle a paniqué. Elle savait que je n'étais plus amoureux. Et elle savait pourquoi. Lorena ne dit rien. Ce n'était pas seulement de la jalousie, Lorena. C'était une obsession. Ta mère a nourri chez elle une haine envers toi. Elles ont comploté bien avant que tu ne le comprennes. Et j'ai des preuves. Elle le fixa, intriguée malgré elle. Des preuves ? Il sortit son téléphone, lui montra un dossier de mai transféré. Des échanges entre Myrta et Aïna, planifiant chaque étape de la chute professionnelle de Lorena. Certains messages étaient datés de bien avant le scandale. L'un d'eux disait « Il faut que Lorena tombe avant l'offre de Berlin. Si elle part, je perds ma fille. » Lorena sentit son cœur se serrer. Ce poste à Berlin, elle l'avait rêvé pendant des années. Elle pensait que l'échec était dû à son propre manque de prudence. Mais non. C'était prémédité. Pourquoi tu me montres ça maintenant ? Parce que j'ai honte. Parce que j'ai été stupide. Et parce que je veux que tu récupères ce qu'elles t'ont volé. Elle se leva lentement. Tu ne peux pas réparer ce que tu as laissé faire. Mais tu peux témoigner. Je suis prêt, répondit-il sans hésiter. Le lendemain, Lorena envoya les emails à Bruna, qui gérait désormais toute la partie légale de sa réhabilitation. On a assez pour rouvrir ton dossier à la chambre des architectes, dit Bruna, en tapant frénétiquement sur son clavier. Et si on ajoute le témoignage de Leandro, plus la confession d'Aïna, ils seront obligés de te réintégrer. Lorena hocha la tête, absorbée par la colère froide qui grandissait en elle. Ce n'est plus seulement une affaire personnelle. C'est une question de justice. Et de réputation, ajouta Bruna. Tu mérites de briller à nouveau. Mais une autre pensée hantait Lorena. Et si elle aussi avait été bâtie sur un mensonge ? Dans les jours qui suivirent, elle se lança dans une nouvelle quête, retrouver les traces de son père biologique. Grâce à un ancien carnet d'adresses retrouvé dans les affaires de son père adoptif, elle identifia un nom qui revenait souvent. Rafael Montero, un photographe qui avait été très proche de Myrta à la fin des années 80. Bruna l'aida à faire quelques recherches. Et en moins de 24 heures, ils le retrouvèrent. Il vivait à Curitiba, retraité, mais toujours actif dans des ateliers photos pour jeunes en difficulté. « Tu veux qu'on y aille ensemble ?» proposa Bruna. « Non. Cette fois, je dois y aller seule. » Lorena arriva à Curitiba 2 jours plus tard. Elle trouva Raphaël dans une petite maison remplie de cadres, d'appareils photo anciens, et d'odeurs de café. Il l'accueillit avec chaleur, même sans la connaître. « Vous êtes Lorena Delgado ?» demanda-t-il, confus. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai bien connu. » Elle sourit, triste. « Myrta. » Il blêmit légèrement. « Oui. Elle et moi,
On s'est beaucoup aimé. Mais elle m'a quitté du jour au lendemain. Sans explication. C'était peu après sa grossesse? Raphaël acquiesça. Elle m'a dit qu'elle avait fait une fausse couche. Et puis plus rien. Lorena sortit un kit de test ADN de son sac. Je pense qu'elle vous a menti. Et que je suis votre fille. Le vieil homme la fixa longuement. Puis, sans dire un mot, prit le kit et le posa sur la table. Faisons-le. Il est temps de savoir. De retour à Sao Paulo, tout s'accéléra. Les résultats seraient disponibles sous 10 jours. En attendant, Lorena décida d'organiser une réunion familiale. Une dernière. Une confrontation finale. Elle envoya un message à Mirta, à Aina, à Esteban, à Leandro, et à Bruna. Le lieu, l'ancienne maison familiale. Le but, dire toute la vérité, une fois pour toutes. La veille de la réunion, Aina demanda à la voir seule. Cette fois, c'était dans un parc, à l'ombre d'un jacaranda en fleurs. « Merci d'avoir sauvé ma vie », dit-elle doucement. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Mais je suis en vie. Et je veux changer. Tu crois vraiment que c'est possible? Je l'espère. Et je veux commencer par faire ce qu'on ne fait jamais dans cette famille, dire la vérité. » Elle tendit un dossier à Lorena. « J'ai écrit à tous les instituts où j'ai menti sur toi. J'ai tout expliqué. J'ai aussi envoyé une lettre ouverte à l'ordre des architectes, où je reconnais mon rôle. » Lorena prit les feuilles, les lut en silence. C'était honnête. Douloureux. Réel. Pour la première fois, elle vit Aina. Pas la sœur rivale. Pas la marionnette de leur mère. Une femme fragile, cassée, mais lucide. Tu sais que maman ne va jamais pardonner ça. Peut-être. Mais moi, je ne me pardonnerai jamais si je ne le fais pas. Le jour de la réunion arriva. Chacun entra dans la maison en silence. La tension était palpable. Les souvenirs flottaient dans les couloirs comme des spectres familiers. Lorena prit la parole la première. Aujourd'hui, on met les cartes sur la table. Et on arrête de fuir. Elle sortit les emails. La confession. Les preuves. Elle les posa une à une au centre de la table. Puis elle se tourna vers sa mère. Tu veux parler, ou tu préfères que je le fasse à ta place? Mirta, assise bien droite, répondit d'une voix glaciale. Je n'ai rien à dire à une fille qui m'a trahi publiquement. Esteban se leva. C'est toi qui l'as trahi, Mirta. Toi qui m'as volé 30 ans de paternité. Toi qui as joué avec les sentiments de 2 enfants que tu prétendais aimer. Leandro ajouta. Et moi? Tu m'as utilisé aussi. Tu as planté le doute dans mon esprit pour mieux contrôler Lorena. Bruna sortit un enregistreur et le posa sur la table. On peut tout documenter. Ou on peut régler ça ici, maintenant, à l'amiable. Silence. Puis, lentement, Mirta baissa les yeux. Je voulais protéger ce que j'avais. Mais j'ai tout perdu. Et je le mérite. Elle sortit une enveloppe de son sac. Voici ma confession complète. Signée. Authentifiée. Je vais quitter la ville après ça. Lorena la prit sans un mot. Elle se tourna ensuite vers Aina, qui hocha la tête. Je vais commencer une nouvelle vie. Loin d'ici. Et je te souhaite de briller, Lorena. Vraiment. Un nœud se défit enfin dans sa gorge. Elle ne répondit pas. Pas encore. Il y aurait un temps pour le pardon. Peut-être. Mais aujourd'hui, c'était le temps de la vérité. La maison familiale était désormais vide. Après la grande confrontation, Mirta avait tenu parole. Elle avait quitté Sao Paulo, laissant derrière elle les cendres d'une vie façonnée par la peur, le mensonge, et un besoin maladif de contrôle. Lorena, elle, restait debout au centre du salon. Ce lieu où tout avait commencé. Où tant de silence avait été imposé. Et où, enfin, la vérité avait résonné. Mais elle le sentait, ce n'était pas encore la fin. Seulement l'avant-dernier chapitre. Le résultat du test ADN avec Rafael Montero arriva une semaine plus tard. Le laboratoire avait envoyé un email, suivi d'un appel. Lorena hésita à l'ouvrir. Pendant 2 jours, elle le laissa là, non lu, dans sa boîte de réception, comme si cliquer sur ce message allait faire s'effondrer ce qu'il lui restait d'équilibre. C'est Bruna, bien sûr,
qui força la main du destin. Tu préfères continuer à douter ou savoir? Parce que l'un te consume, et l'autre te libère, lui dit-elle en lui tendant son ordinateur. Lorena cliqua. L'écran afficha une ligne sèche, scientifique, mais implacable. Degré de parenté, 99,99%, paternité confirmée. Elle ferma les yeux. Un poids se détacha de sa poitrine. C'est lui. Raphaël est mon père. Bruna posa la main sur son bras. Tu es né du mensonge, mais aujourd'hui tu vis dans la vérité. Et c'est toi qui l'as arraché au silence. Lorena la regarda, les yeux brillants. Je veux le voir. Je veux lui parler, en tant que fille. Le voyage à Curitiba fut chargé d'émotions. Cette fois, Raphaël l'accueillit avec une étreinte maladroite mais sincère. Ils s'assirent sur la terrasse, face à un jardin éclatant de couleurs, et commencèrent à parler. Longtemps. Raphaël lui raconta sa version, sa relation avec Myrtha, brève mais intense, le chagrin du départ soudain. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il avait vécu avec ce regret. Et maintenant, il la regardait avec un mélange de fierté et de douleur. Je n'ai pas été là. Mais je veux l'être maintenant. Même si c'est tard. Tu le es déjà, répondit-elle. Elle lui montra une photo d'elle enfant, dans les bras de l'homme qu'elle avait toujours cru être son père. Il était bon avec moi. Il m'a aimé, je crois. Mais il ne savait pas. Comme toi. Raphaël soupira. Myrtha a détruit beaucoup plus que des carrières, n'est-ce pas? Lorena acquiesça. Elle a créé 2 filles en miroir. L'une adorée. L'autre utilisée. Et aucune de nous ne savait qui elle était vraiment. Ils restèrent en silence un long moment. Puis Raphaël dit. Viens vivre ici, si tu veux. Commence quelque chose de nouveau. Cette maison est à toi, maintenant. Lorena sourit doucement. Je ne sais pas encore. Mais peut-être, un jour. De retour à Sao Paulo, une nouvelle inattendue l'attendait. Aïna allait quitter le pays. Je vais m'installer à Valence, lui annonça-t-elle par message vocal. Je veux tout recommencer. Aider dans une fondation pour jeunes atteints de cancer. Peut-être que je peux faire quelque chose de bien. Lorena resta longtemps à écouter ce message. Elle ne répondit pas tout de suite. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne savait pas quoi répondre. Le pardon n'était pas une décision. C'était un chemin. Et elle n'y était pas encore. Pendant ce temps, Bruna avait une surprise pour elle. Tu vas me remercier, dit-elle en débarquant avec une pochette jaune. Qu'est-ce que c'est, encore? Ta réhabilitation complète. L'ordre des architectes a officiellement annulé la suspension de ta licence. Et mieux. Ils veulent republier ton projet avorté pour Berlin. Tu es de retour, Lorena. Lorena resta muette. Ce projet, ce rêve qu'on lui avait arraché, il ressuscitait. Elle ouvrit lentement la pochette. Le premier document portait la mention. Reconnaissance officielle de l'erreur institutionnelle. Réintégration immédiate. Elle leva les yeux vers Bruna. Tu y es pour beaucoup. Bruna haussa les épaules, faussement modeste. Je suis juste ta meilleure amie et ta manager improvisée. Et aussi ta future agente, si tu continues à être aussi brillante. Les deux éclatèrent de rire. Mais la joie fut interrompue le soir même par un appel d'un numéro inconnu. Allô? Bonsoir. Ici Chenise, une ancienne amie d'Aïna. Elle m'a demandé de vous contacter. Elle veut que vous ayez quelque chose, au cas où. Au cas où quoi? Elle m'a dit de vous le remettre si elle décidait de ne jamais revenir. Lorena serra le téléphone contre son oreille. Qu'est-ce que c'est? Un journal. Écrit depuis l'hôpital. Tout ce qu'elle n'a jamais osé dire. Sur votre mère. Sur vous. Sur elle-même. Où peut-on se voir? Le lendemain, dans un café discret, Chenise remit un carnet épais à Lorena. Elle a commencé à l'écrire après la greffe. Elle voulait laisser une trace. Pour toi. Pas pour se racheter. Juste, pour que tu comprennes. Lorena lut les premières lignes. Je suis née dans un mensonge, élevée dans la peur d'être remplacée. On m'a appris que ma sœur était une menace. Qu'elle me volerait tout. Alors, avant qu'elle ne le fasse, je l'ai détruite. Parce que c'est ce qu'on m'a appris, détruire pour exister. Elle referma le carnet,
les yeux humides. Elle a tout avoué. Et elle a tout compris, répondit Chenise doucement. Quelques jours plus tard, Lorena se rendit à l'aéroport. Elle n'avait pas prévenu Aïna. Mais elle voulait la voir partir. De loin, elle la vit, une valise à la main, les cheveux courts, le visage sans maquillage. Presque méconnaissable. Elle semblait paisible. Elle n'alla pas lui parler. Pas cette fois. Elle regarda simplement les portes s'ouvrir et se refermer. Une boucle qui se ferme. Un chapitre qui s'achève. Le soir, chez elle, Raphaël lui envoya un message. Je pense organiser un atelier d'architecture et photographie ensemble. Toi et moi. Père et fille. Ça te dit? Lorena sourit. Et répondit. Oui. Pour bâtir du vrai, enfin. Mais alors que tout semblait enfin stable, une dernière surprise l'attendait. Une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Sans expéditeur. À l'intérieur, une photo d'un bébé. Au dos, quelques mots. Tu n'étais pas la seule. Lorena sentit son cœur s'arrêter un instant. Un nouveau mensonge? Un autre enfant? Un autre secret? Elle appela Bruna. On a un problème. Encore? Je crois que j'ai un autre frère ou sœur. Et je vais découvrir qui. La photo avait à peine la taille d'une carte postale. Un bébé emmailloté dans une couverture bleue, le regard tourné vers l'objectif, inconscient de l'ouragan qu'il déclencherait des années plus tard. Au dos, 4 mots, écrits à la main. Tu n'étais pas seule. Lorena fixait l'image, assise sur le sol de son appartement, comme si elle pouvait y lire une vérité oubliée. Mais aucune date. Aucun nom. Aucune signature. Qui avait envoyé ça? Pourquoi maintenant? Elle composa le numéro de Bruna. On a un nouveau mystère, dit-elle dès que son ami décrocha. Bruna poussa un long soupir à l'autre bout de la ligne. Tu veux dire, un de plus? Regarde ta messagerie. Je viens de t'envoyer une photo. Dis-moi ce que tu vois. Quelques secondes de silence. C'est un bébé. Attends. Bruna fit un zoom. Lorena, cette couverture, elle ressemble à celle qu'on voit sur une vieille photo de toi, non? Celle de l'album de ton faux père. Exactement. Même broderie. Même motif. Tu crois que c'est toi? J'en suis presque sûre. Mais si c'est moi, pourquoi ce message? Tu n'étais pas seule? Bruna comprit tout de suite. Tu crois que ta mère aurait eu un autre enfant? Lorena ferma les yeux. Et quel où il aurait été adopté? Effacé de l'histoire. Comme moi. Presque. Bruna ne posa pas plus de questions. Je me mets dessus. Je vais croiser les dossiers de naissance de l'époque, les cliniques privées, les actes d'adoption fermés. On va trouver. 3 jours passèrent. Et un soir, Bruna débarqua avec une lueur étrange dans le regard. Je crois que j'ai quelque chose. Elle alluma son ordinateur. Un nom apparut, Matteo Torres. Né le même mois que Lorena. À Sao Paulo. Aucune trace des parents biologiques. Adoption enregistrée par une famille espagnole vivant au Brésil. Il vit à Recife aujourd'hui, dit Bruna. Il est kinésithérapeute. Travaille avec des enfants handicapés. Profil public, discret. Mais, j'ai trouvé une photo récente. Elle montra l'écran. Et Lorena sentit son cœur s'arrêter. Les yeux. Le regard. Le même air déterminé. C'est moi en version masculine. Bruna sourit. Tu veux qu'on aille le voir? Je dois le faire seul. C'est mon sang. Mon histoire. Le voyage à Recife fut rapide. Mais l'attente devant le cabinet de Matteo sembla durer une éternité. Il sortit à l'heure du déjeuner, vêtu simplement, saluant des collègues avec chaleur. Il s'apprêtait à monter sur sa moto quand Lorena s'approcha. Excusez-moi. Matteo Torres? Il se retourna. Son regard croisa le sien, et un instant suspendu s'installa. Oui. Elle lui tendit la photo. Tu reconnais ce bébé? Il prit la photo, la regarda, puis leva les yeux. C'est moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Lorena Delgado. Et je crois que je suis ta sœur. Il resta figé. Puis, tu plaisantes? Non. Et j'ai une preuve. Des tests. Des documents. Mais plus que tout, j'ai besoin de savoir si tu veux entendre la vérité.
Matteo l'invita à s'asseoir dans un café voisin. Elle lui raconta tout. Le faux père. Myrtha. Les mensonges. Les tests ADN. Raphaël. Et maintenant, cette photo. Tu crois qu'elle nous a abandonnés tous les deux? Demanda-t-il, visiblement bouleversé. Je crois qu'elle a été dépassée. Ou qu'elle a choisi. Dans tous les cas, elle a fait en sorte qu'on ne se trouve jamais. Il resta un long moment sans parler. Puis il sortit son portefeuille. Une photo d'enfant en tomba, lui, vers 5 ans, avec ses parents adoptifs. Ils m'ont aimé. M'ont tout donné. Mais je savais que je venais de quelque part, que quelqu'un, quelque part, avait décidé que je ne valais pas assez pour rester. Lorena lui prit la main. Tu vaux plus que tout. Et tu n'as plus besoin de chercher. Tu n'es plus seul. Ils passèrent la journée ensemble. À parler. À rire. À pleurer. Deux âmes séparées par un caprice cruel. Deux survivants du même naufrage. Avant de partir, Matteo dit. Je veux rencontrer Raphaël. Si c'est aussi mon père, je veux le connaître. Tu seras toujours le bienvenu. De retour à Sao Paulo, Lorena reçut un message d'Esteban. Je pars pour Valence. Aïna veut que j'y reste quelques mois. Je vais l'aider à se reconstruire. Peut-être qu'on trouvera un nouveau sens, tous les deux. Elle répondit simplement. Merci d'avoir été là, quand elle en avait besoin. Et quand moi aussi, sans que je le sache. Puis, un autre message, celui de Myrtha. Le premier depuis des semaines. Je sais ce que tu as découvert. Si Matteo veut des réponses, je les lui donnerai. Mais je ne veux plus de confrontation. J'ai tout perdu, Lorena. Je ne veux pas perdre le peu qu'il me reste, la paix. Elle hésita avant de répondre. Puis tapa. Alors dis-lui la vérité. C'est tout ce qu'on t'a toujours demandé. Le soir, Raphaël accueillit Matteo avec une émotion à peine contenue. Le vieil homme vacilla légèrement en le voyant. Il y avait là, devant lui, un jeune homme au regard franc, et un miroir du passé. Ils passèrent la soirée ensemble. À parler de photographie, de musique, de voyage. Pas de douleur. Pas de reproches. Seulement une envie, rattraper le temps. Et Lorena, pour la première fois depuis des années, se sentit complète. Mais un dernier événement l'attendait. Un courrier, cette fois-ci officiel, arriva chez elle. Une invitation à un grand symposium international d'architecture durable, à Berlin. Son nom figurait parmi les conférenciers principaux. Bruna, en larmes, cria. C'est le projet. Celui qu'ils t'ont volé. Tu vas enfin pouvoir le présenter au monde. Lorena sourit, les yeux brillants. Je pars pour Berlin. Dans l'avion, elle regarda une dernière fois les visages de ceux qui avaient refait sa vie. Matteo, Raphaël, Bruna, Esteban, même Aïna. Un chapitre se terminait. Mais une nouvelle histoire commençait. Le ciel était gris acier, l'air froid mais vif. Lorena Delgado descendit du taxi devant le centre de conférence, son badge pendu à son cou, ses idées soigneusement préparées. Elle n'était plus l'architecte brisé qu'on avait piétiné. Elle était une voix respectée, une survivante, une femme qui avait reconstruit sa vie avec les ruines des mensonges des autres. « Tu es prête ?» demanda Bruna, qui l'avait rejointe quelques jours plus tôt pour l'événement. Plus que jamais. Elles entrèrent ensemble dans l'immense hall de verre. Des centaines de professionnels, d'étudiants et de journalistes étaient déjà là. Une effervescence palpable. Et au centre de tout cela, son nom, affiché en grand sur le programme officiel. Lorena Delgado en conférence, l'architecture comme acte de résistance émotionnelle. Quelques heures plus tard, Lorena prit la parole sur scène. Le silence était total. Elle commença sans note. Je viens d'un pays chaud, mais d'une famille froide. On m'a appris à construire des murs, pas des ponts. À cacher, pas à révéler. Quelques rires discrets. Elle continua. L'architecture m'a sauvée. Elle m'a appris que même après un effondrement, on peut rebâtir. Mais parfois, ce ne sont pas les bâtiments qui doivent changer. Ce sont les fondations. Les vérités. Les identités. Elle fit une pause. L'auditoire retenait son souffle. Pendant des années, j'ai vécu dans un mensonge. Celui d'une famille fabriquée, de liens de sang falsifiés, de trahisons déguisées en amour maternel. J'ai perdu ma carrière, ma dignité, presque ma foi en moi-même.
Elle regarda Bruna au fond de la salle, puis reprit. Mais j'ai découvert autre chose. La vérité est douloureuse, mais elle libère. Comme un bâtiment ancien qu'on démolit pour ériger quelque chose de durable. J'ai retrouvé mon père. J'ai trouvé un frère. J'ai pardonné à une sœur. Et je me suis pardonné à moi-même. Applaudissements. Certains dans la salle essuyaient des larmes. L'architecture peut guérir. Et moi, je suis la preuve qu'on peut se reconstruire. Pas malgré les cicatrices. Grâce à elle. La salle explosa d'applaudissements. Lorena resta droite, la gorge nouée, mais le cœur en paix. Après la conférence, des journalistes vinrent l'interviewer. Des organisateurs lui proposèrent des partenariats. D'anciens collègues, même ceux qui l'avaient ignorée à l'époque, vinrent la féliciter. Et au milieu de cette effervescence, un message arriva sur son téléphone. Matteo, je viens à Berlin. J'ai réservé un billet. Je veux te voir en scène. Ma sœur. Elle sourit. Un autre message suivit. Raphaël, ta présentation a été retransmise en direct. Je suis fière de toi, plus que tu ne peux l'imaginer. Et enfin, un troisième. Aïna, je t'ai regardé en ligne. Je pleure encore. Tu étais brillante. Et vrai. Merci d'avoir partagé ce que nous avons détruit. Lorena resta un instant immobile. Puis répondit. Tu n'as pas tout détruit. Tu m'as aussi aidé à devenir qui je suis. Le soir venu, Bruna et elle fêtèrent la victoire dans un petit restaurant au bord de la Spree. Tu réalises ce que tu viens de faire? Demanda Bruna, en trinquant. J'ai dit la vérité. Et j'ai tourné la page. Tu n'as pas juste tourné la page, Lorena. Tu as réécrit le livre. Elles rirent. Un rire franc, sans amertume. Les jours suivants furent doux. Matteo arriva à Berlin, et Lorena l'intégra à ses projets. Raphaël, depuis Curitiba, entama une série d'ateliers en ligne avec elle. Aïna, fidèle à sa parole, continuait son bénévolat à Valence, envoyant parfois des messages discrets, des photos d'enfants guéris, des lettres de pardon. Et Myrtha? Elle resta dans le silence. Mais un jour, une enveloppe arriva. Aucune note. Juste un collier en argent, ancien, que Lorena reconnaissait. C'était le sien, enfant. Celui qu'elle croyait perdu. Un geste muet. Un adieu, peut-être. Un an plus tard, Lorena rentra au Brésil. Elle ne revint pas seule. Matteo vivait désormais à Sao Paulo. Raphaël l'avait rejointe pour une série de conférences père-fille. Et Bruna? Toujours à ses côtés. Ils ouvrirent ensemble un espace culturel nommé Fundação Res Viva, dédié à l'architecture, à la mémoire, et à la reconstruction personnelle. Un lieu pour ceux qui avaient tout perdu. Et qui voulaient apprendre à bâtir de nouveau. Lors de l'inauguration, un jeune étudiant lui demanda. Madame Delgado, comment avez-vous trouvé la force de tout affronter? Elle sourit, puis répondit. Parce qu'un jour, j'ai compris que le sang ne fait pas une famille. La vérité, oui. L'amour aussi. Et quand on a ces deux choses, on peut survivre à tout. Après tout ce que nous avons vu dans cette histoire bouleversante, pleine de douleur, de vérité cachée, de réconciliation, mais aussi de résilience et de renaissance, on ne peut qu'être touché par le parcours de notre protagoniste, Lorena Carvalho. Une femme qui, malgré toutes les trahisons, les mensonges, les injustices, a su garder son humanité, sa dignité, et surtout, son cœur. Elle nous a montré que même lorsque tout s'écroule autour de nous, même quand ceux qui devraient nous aimer deviennent nos bourreaux, il reste un chemin, parfois étroit, parfois obscur, mais bien réel, le chemin de la vérité, du pardon et de la reconstruction. Et toi, qui as suivi cette histoire du début jusqu'ici, toi qui es encore là, en train de lire ces mots, sache que cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme fictive, ce n'est pas simplement une intrigue bien ficelée. C'est aussi, quelque part, ton histoire. Mon histoire. Notre histoire. Car chacun de nous, à un moment ou un autre, s'est retrouvé confronté à une trahison, à une perte, à un silence insoutenable. Chacun de nous a déjà ressenti le vide d'un amour manqué, la rage d'une injustice, ou la douleur d'un rejet. Ce que Lorena nous a appris, c'est que nous ne sommes pas définis par ce que les autres nous font, mais par ce que nous choisissons de faire malgré tout. Elle aurait pu se venger, et elle en avait tous les moyens. Elle aurait pu s'enfermer dans la haine, dans la colère, dans l'amertume. Mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi de regarder en face les blessures, de chercher la vérité, de la dévoiler avec courage, et ensuite, de construire.
Pas sur les ruines, non. Sur une base plus solide encore, l'authenticité, l'amour vrai, et la foi en elle-même. Et vous, chers amis, qui avez marché avec elle tout au long de cette saga, qu'avez-vous ressenti? Dites-le dans les commentaires. Est-ce que cela vous a rappelé un moment de votre vie? Une blessure non guérie? Une parole que vous auriez aimé entendre? Un pardon que vous auriez voulu donner, mais que vous n'avez jamais eu le courage de prononcer? Nous sommes tous des Lorena à notre façon. Et si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, alors je vous invite à faire 2 choses très simples, mais puissantes. La première, c'est de laisser un like sur cette vidéo ou cet épisode. Cela nous aide énormément à continuer à raconter ces récits profonds, humains et transformateurs. La deuxième, c'est de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Car ici, on ne se contente pas de raconter des histoires. On touche des âmes. On ouvre des portes. On plante des graines. Mais plus encore, cette histoire nous ouvre une réflexion plus grande, bien au-delà des conflits humains et familiaux. Elle nous pousse à regarder plus haut, plus profond. Car si l'amour humain peut parfois faillir, trahir ou abandonner, il existe un amour plus grand. Un amour qui ne déçoit jamais. Un amour parfait, éternel, inébranlable. Cet amour, c'est celui de Dieu. Et j'aimerais te parler maintenant, toi qui lis ceci, de quelque chose de beaucoup plus précieux que toute réconciliation familiale ou toute victoire personnelle. Je veux te parler d'une vérité spirituelle, et d'un message d'espérance qui a traversé les siècles, et qui continue de changer des vies aujourd'hui. C'est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse ces mots pénétrer ton cœur. Dieu t'aime. Oui, toi. Pas à cause de ce que tu fais. Pas à cause de ta réussite. Pas parce que tu as été assez bon. Mais simplement parce que tu es son enfant. Il connaît toutes tes blessures. Il connaît tes secrets les plus sombres, les larmes que tu as versées en silence, les nuits sans sommeil, les erreurs que tu regrettes, les failles que tu caches. Et malgré tout cela, il t'aime. De manière totale, absolue, parfaite. Ce même Dieu, qui a créé les cieux et la terre, a vu notre humanité s'égarer dans le péché, dans la douleur, dans l'égoïsme, dans la vengeance. Et au lieu de nous condamner, il a choisi de nous tendre la main. Comment? En envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, sur cette terre. Jésus a vécu parmi nous. Il a aimé, guéri, enseigné, pardonné. Puis, il a pris notre place sur la croix. Il a porté nos fautes. Il a souffert pour que nous soyons libres. Et il est ressuscité. Il est vivant. Et aujourd'hui, il te tend la main. Il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à lui. Tu n'as pas besoin de réparer ta vie d'abord. Viens tel que tu es. Avec ton passé, tes blessures, tes doutes, ta douleur. Il t'attend. Et si cette histoire t'a touché, si tu ressens au fond de ton cœur que tu veux changer, que tu veux expérimenter un amour véritable, que tu veux connaître cette paix que rien au monde ne peut t'offrir, alors aujourd'hui est le jour du salut. Accepter Jésus, ce n'est pas rejoindre une religion. C'est commencer une relation. Une relation vivante, vraie, profonde, avec le Dieu de l'univers. C'est ouvrir ton cœur à la vérité. C'est recevoir un pardon total. C'est marcher dans une lumière nouvelle. Tu peux, là maintenant, là où tu es, faire cette prière sincère. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi, et que tu es ressuscité. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite à entrer dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi une nouvelle personne. Conduis-moi dans ta vérité. Merci pour ton amour infini. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, sache que quelque chose d'invisible mais puissant s'est produit. Tu es devenu enfant de Dieu. Le ciel célèbre ta décision. Et ici, nous voulons aussi marcher avec toi. Mets dans les commentaires, j'ai accepté Jésus. Nous serons là pour te répondre, t'encourager, t'aider dans tes premiers pas de foi. Tu n'es plus seul. Et rien ne sera plus jamais pareil. Parce que si Lorena a pu se relever d'un passé détruit, si elle a pu pardonner, aimer, reconstruire, imagine ce que Dieu peut faire avec ta vie, quand c'est lui qui tient le plan, les outils et le cœur.
Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Un commencement éternel. Alors, si cette histoire t'a bouleversé, si ce message t'a touché, partage cette vidéo avec quelqu'un. Quelqu'un qui traverse une crise. Quelqu'un qui a été trahi. Quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et n'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et laisse ton commentaire. Dis-nous ce que cette histoire t'a appris. Dis-nous si tu veux qu'on continue à raconter des récits comme celui-ci. Ta voix compte. Ta vie compte. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il remplisse ton cœur de paix. Et n'oublie jamais, même quand tout semble perdu, il y a toujours une lumière plus forte que les ténèbres. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et n'oublie pas, l'amour de Dieu est réel. Il est là. Et il est pour toi.